Voilà, donc nous allons attaquer directement la première partie de notre conférence, colloque. Donc je vais appeler d'abord le premier intervenant, M. Anissé Mobé, qui est dans la salle et qui est donc historien, chercheur et journaliste indépendant, membre du groupe DEFI. Je laisse la direction de cette séance à M. Kervin Maïzo, qui est modérateur, et le rapporteur de la séance sera M. Bob Kaya. Bonjour mesdames et messieurs. Bonjour. Nous vous remercions d'être là au nom de la Convention des Congolais de l'étranger. Pour ce premier panel de débat, nous avons M. Anissé Mobé qui n'est plus à présenter. C'est un journaliste indépendant, chroniqueur culturel, chercheur en sciences politiques, un homme très médiatique que vous avez vu dans différents médias, notamment TV5 Monde, France 24, Télé Sud, Africa, vous l'avez écouté aussi notamment sur Africa numéro 1, et il écrit beaucoup d'articles dans beaucoup de journaux, notamment Le Monde diplomatique. Alors, monsieur Anissé Mobé viendra nous parler du premier sujet qui est de l'indépendance à aujourd'hui. Quel bilan politique, quelle perspective? Parce que depuis 1960, les 30 juin jusqu'à aujourd'hui, 55 ans, il y a un bilan qu'il faut faire. Ce bilan, il est multidimensionnel. Il est à la fois politique, il est économique, il est social, il est vraiment multidimensionnel. Alors, on ne doit pas en tant qu'intellectuel nous limiter à faire un bilan, mais nous devons nous projeter vers l'avenir. Parce qu'il y a des personnes qui disent que pour les Congo, c'est perdu. Après avoir fait un bilan, c'est tellement négatif que les malades n'est plus guérissables, c'est perdu. Mais il y a d'autres personnes qui disent que tout n'est pas perdu. Lorsque on a comme l'impression qu'un peuple a atteint le fond, c'est alors que ce peuple répondit. J'ai à l'esprit l'interview du romancier historien David Van Reymbroek, qu'il a donné il y a 2 jours sur Radio France Internationale, où il dit, des fois, quand il regarde la situation du Congo, il s'est dit, c'est complètement perdu. Mais quand il regarde la vitalité qu'il y a au niveau de la population, surtout de la diaspora, il dit par exemple que lorsqu'il y a eu des élections frauduleuses de 2011, les émeutes les plus importantes n'ont pas eu lieu à Kinshasa mais à Bruxelles. Hier, lorsque quelqu'un quittait Kinshasa, il venait s'installer à Bruxelles ou à Paris, c'était pour de bon. Mais maintenant, les gens rentrent au pays avec des projets, et ils font vivre l'économie du pays. Cela montre qu'il y a lieu de se projeter dans l'avenir et de voir ce qui peut être fait. Alors, est-ce que le Congo est-il perdu par rapport au bilan, ou il y a un peu d'espoir dans l'avenir? C'est lui qui va traiter de ces sujets avec maestria comme d'habitude, parce que j'ai confiance en lui. C'est M. Anissé Mobé. Il est historien, chercheur et journaliste indépendant, membre du groupe Défi de Paris. Il sera suivi par M. Dieudonné Kabimbingoy, président de la nouvelle génération citoyenne pour la RDC, NOGECI. M. Anissé Mobé, à vous les micros. J'ai accepté l'invitation de changer avec mes compatriotes, non pas comme journaliste, chercheur en sciences sociales. Moi, quand je suis sorti du ventre de ma mère, qui était une jolie femme comme celles qui sont ici dans la salle, je suis sorti du ventre de ma mère, Anissé Mobé. Anissé Mobé, je resterai toute ma vie, et je suis venu en tant que citoyen congolais, et non pas comme chercheur en sciences sociales ni spécialiste. Il faut toujours affirmer qu'on est citoyen congolais, ne fût-ce que pour nous démarquer des Congolais qui, on ne sait pas quel ont été propulsés à la tête de l'État. Donc je suis là comme citoyen congolais, et les thèmes que je vais aborder pour faire le bilan, en tout cas tenter de faire le bilan, c'est un titre presque provocateur, mais je pense qu'il répond en grande partie aux interrogations de Madame la Présidente. Le Congo, trahi par ses universitaires, pourrait-il être sauvé par ses intellectuels? Voilà la question autour de laquelle je souhaiterais que nous puissions débattre tout à l'heure. Dans le cas de notre pays, faire la distinction entre universitaires et intellectuels, ce n'est pas anodin.
aux élections de 1977, élection qui a été, pas totalement, mais en tout cas en grande partie plurielle. Mobutu était contraint, pour justifier l'aide militaire franco-marocaine, de démocratiser son régime. Les gens l'ont oublié encore aujourd'hui, mais en 1977, les candidatures n'étaient plus imposées par Mobutu comme en 1970, mais il y avait une pluralité des candidatures. Ce qui a amené quoi? Ce qui a amené qu'au bureau politique, il y avait 60% des membres étaient des diplômés de l'enseignement supérieur. Au conseil exécutif et du gouvernement, quasiment 100% des ministres étaient diplômés, dont 20% des détenteurs de thèses de doctorat. Et au conseil législatif, c'est-à-dire Parlement, au moins 50% des membres étaient des diplômés d'université. 77. Ça, on peut les vérifier. 97, c'est-à-dire quasiment 20 ans après, ces régimes où les diplômés d'université avaient quasiment envahi les grandes institutions suprêmes de l'État et du parti unique, ce régime s'effondrait face à l'armée rwandaise. Je rappelle qu'en 14-18, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, incorporés dans la force publique coloniale, avaient écrasé les armées allemandes au Rwanda, au Burundi, au Tanganyika et même au Cameroun. De 1918 à 1960, les Rwandais et les Burundis n'avaient pas d'armée. C'est la force publique, c'est-à-dire nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, qui assuraient l'ordre public au Rwanda et au Burundi. Il faudrait un jour nous expliquer comment un petit pays comme le Rwanda, plus petit que la plus petite province belge, et puis militairement conquérir un pays 80 fois plus grand que la Belgique. Alors qu'à la tête de l'État, dans les institutions, nous avions tant d'universitaires. Deuxièmement, un grand débat aujourd'hui autour de la révision constitutionnelle. Déjà en 2011, presque en douceur, il y a eu cette révision constitutionnelle qui a fait que nous imposons une élection présidentielle un seul tour, et aussi en même temps nous imposons une révision de la loi organisant la magistrature qui faisait que la magistrature était complètement inféodée au pouvoir politique. 2011, je rappelle qu'en 1977-78, déjà nous avons eu, Mobutu avait signé une ordonnance-loi faisant du procureur général de la République à la fois ministre de la Justice, membre du bureau politique, procureur général au point qu'il avait le pouvoir d'exiger de la Cour suprême de changer, en fait comme en droit, toute décision judiciaire qui lui paraissait à lui, procureur général, comme étant non conforme à une bonne administration de la justice. Cette loi a fonctionné pendant quasiment 3 ans. Donc ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas nouveau. Deuxièmement, en 1974, une révision constitutionnelle a fait que les principes même de la séparation des pouvoirs a été aboli. Et à l'époque, 2 éminents juristes congolais, l'un d'eux, son nom a été cité ici, puisqu'il était professeur à l'université, 2 éminents juristes congolais ont écrit des études doctrinales élogieuses pour quasiment complimenter Mobutu de nous avoir imposé cette révision constitutionnelle. Et là aussi, je me rends compte que 20 ou 30 ans après, nous sommes quasiment à la case départ. Et ce sont des universitaires, certains d'entre eux professeurs d'université. Ce qui veut dire qu'il est grand temps maintenant de se poser la question, ces universitaires, éminents juristes, professeurs en fac, remplissent-ils leur rôle d'intellectuels au sens de producteurs d'idées pour faire avancer la société? Et là aussi, c'est notre propre histoire qui nous donne quelques éléments de réponse. Lorsque, en 1956, des intellectuels congolais, du groupe de conscience africaine ou de l'ABACO, publient des manifestes qui prennent presque au dépourvu le pouvoir colonial belge, qui pensait que
tous ces gens-là qu'ils ont bien formés, ils ont été bien formés dans l'intérêt de l'ordre colonial, et voilà, même les Kassavougou, les Maloula, les Iléo, se servent du savoir lettré, mais alors vraiment dispensé au milieu de contradictions coloniales, ils se servent de ces savoirs lettrés comme matériau culturel pour faire changer l'ordre social. Et c'est ça le travail de l'intellectuel. Nous sommes devenus indépendants en 60, mais 40 ans auparavant, un diplômé d'université congolais, Paul Panda Fardana, en Belgique, remplit son rôle d'intellectuel. Il est même presque expulsé. Et Paul Panda Fardana est mort chez nous au Congo dans des circonstances assez mystérieuses. Voilà pourquoi je pense qu'il faut absolument, cette question, faire la différence entre l'intellectuel et l'universitaire n'est pas anodin. Tout à l'heure, Madame la Présidente nous a évoqué le poids des ingérences occidentales. Ces poids est énorme, nous les vivons encore aujourd'hui, puisque l'AFDL a cédé au pouvoir venant du Rwanda, alors même que la conférence nationale souveraine, c'est-à-dire une émanation de profondeur de la société congolaise, n'a pas pu accéder au pouvoir. Comment expliquer ça? Comment expliquer que Mobutu, pendant des mois et des mois, a snobé la conférence nationale, jusque parfois prendre en otage, lorsque nous avons élu le Haut Conseil de la République, mais le même Mobutu, président de la République, accepte de se faire humilier à bord de l'Utenika devant Kabila, certes congolais, acteur de la classe politique des années 60, puisqu'il était dans les rébellions, mais tout simplement parce que militairement soutenu de l'étranger. Donc le poids de l'étranger est réellement très prégnant, et même parfois déterminant dans la marche de politique au Congo. Mais les politiques sur le plan interne, les différents régimes politiques, notamment celui de Mobutu et l'actuel régime, ont développé des dynamiques internes, et les qualifications scientifiques universitaires de Congolais constituent parfois les ressorts de ces dynamiques internes. Et donc, notre responsabilité doit aussi s'analyser dans cette dialectique-là. Et donc, je pense que, pour revenir aux universitaires congolais, pour analyser correctement ces différentes contradictions dans lesquelles nous vivons, par exemple, il y a ici dans la salle des médecins, des dames d'ailleurs souvent compétentes qui tiennent des cabinets. Nous avons à l'étranger des Congolais en Belgique, en France, aux États-Unis, au Canada, même en Australie, des Congolais brillants professeurs d'université, au même moment où chez nous, l'enseignement ne cesse de se dégrader. Il y a un certain moment en Afrique du Sud, les Congolais, les médecins congolais étaient considérés parmi les meilleurs. Mais l'état de santé publique chez nous se dégrade. À un moment, il faut se poser des questions. Est-ce les qualifications scientifiques, la qualité d'homme, le problème d'éthique, ou il y a autre chose? Alors, je pense qu'il faudra, pour essayer d'analyser tout cela, tenir compte de 2 ou 3 choses. D'abord, les conditions dans lesquelles les Congolais, nous avons accédé à l'enseignement supérieur, notamment universitaire. Parce que quand on lit l'histoire de l'université, de l'enseignement universitaire chez nous, c'est c'est une belle histoire, hein? Donc des gens généreux qui ont instauré l'université chez nous. Non, ce n'est pas vrai. Derrière ces décors réluisants, il faut voir les différentes contradictions qui font que pourquoi il n'y a pas eu une université à telle époque, pourquoi l'université n'a été accessible aux Congolais qu'à partir de telle époque. Bon, je crois que parmi les contradictions coloniales qui font que dès le départ, l'enseignement universitaire était obéré, ou en tout cas un enjeu d'abord politique, notamment entre les mains de groupes dominants coloniaux qui voulaient pérenniser la colonisation, et pour cela, ils avaient besoin de cadres compétents pour faire fonctionner la machine coloniale, à la fois sur le plan administratif que sur le plan économique. Et ce n'est pas pour rien que quand l'Ovanium commence, il y a un département, une faculté des sciences politiques, mais on met surtout l'accent sur politique et administrative.
Et deuxièmement, il y a la faculté d'agronomie et puis l'économie. Deux ou trois contradictions, deux ou trois illustrations pour démontrer ces contradictions coloniales. Lorsque Gillon va installer l'université Lovanium, il lui est interdit d'installer une faculté de droit. Les Belges expliquent cela en disant, voilà, les Congolais ne sont pas encore mûrs pour étudier le droit. Pour d'autres, voilà, un pays jeune comme le Congo n'a pas besoin des juristes, il a besoin d'agronomes, il a besoin de médecins. Ça, c'est un. Deuxièmement, les querelles. Mais ce n'étaient pas des querelles mesquines, c'était vraiment des véritables luttes d'influence entre l'université catholique de Louvain et les pères jésuites. Parce que ce sont les jésuites qui ont commencé l'enseignement supérieur à Kisantu, les centres de Kisantu, centre Lovanium, qui englobaient les trois grandes écoles, l'école administrative, l'école médicale de la Fomilac et puis l'école agronome de la Kadila, donc qui sont des émanations de facultés de l'université Lovanium. Mais les jésuites ont été évincés, d'abord parce que même en Belgique, Louvain et les pères jésuites entretiennent des relations assez très conflictuelles. Troisième illustration, c'est la tutelle académique de Louvain sur Lovanium, même après l'indépendance. Lorsque le Congo accède à l'indépendance, le conseil d'administration de Lovanium, qui siégeait en fait à Louvain depuis 1954, est transféré à Kinshasa, donc à Lovanium, mais ce conseil d'administration est surclassé par ce qu'ils ont appelé un conseil académique supérieur, qui lui siège à Louvain. Il en est de même aussi à l'université officielle du Congo. Ce qui veut dire aussi que lorsque parfois les gens opposent Lovanium et l'université officielle du Congo, faisons attention. Ce sont des oppositions, des rivalités, non pas parce que les uns voulaient du bien des Congolais ou les autres ne voulaient pas du bien des Congolais. Non, c'est parce que chacun des groupes qui contrôlaient ces deux universités voulait absolument avoir les monopoles dans la formation des élites pour pouvoir contrôler l'ordre colonial à leur profit, au profit des intérêts de leur groupe. Deuxième interrogation, donc face à ces multiples contradictions, on peut se poser la question, l'université étant d'origine étrangère chez nous, qu'avons-nous fait pour nous approprier cette institution, qui est quand même capitale dans le devenir d'un pays? Bon. Déjà, à ces quelques illustrations que j'ai mentionnées sur les contradictions, on pourra y revenir, il faudra aussi ajouter le fait que c'était très difficile pour le Congolais de venir étudier en Belgique. Un simple exemple presque ubuesque. Lorsque Justin Bomboko, qui était diplômé de l'école de Kisantu, puisqu'il a fait le cycle complet de l'école administrative de Kisantu avec les Mounongo, lorsqu'il arrive à obtenir une bourse pour venir étudier en Belgique, le gouverneur général Pétillon refuse de lui accorder un visa de sortie pour venir en Belgique. Parce que Pétillon, étant catholique, n'accepte pas que Bomboko, qui a étudié chez les cathos, vienne étudier en Belgique à l'ULB. Il a fallu que le ministre de colonie de l'époque, Buisseret, libéral, anticlérical, donne l'ordre à Pétillon de délivrer un visa à Bomboko pour que Bomboko puisse venir étudier en Belgique. Ça a l'air anodin, presque ubuesque, mais c'est souvent dans ces genres de situations ubuesques que résident les véritables contradictions qui souvent structurent le devenir d'une société. Alors, qu'avons-nous fait, nous, Congolais, pour nous approprier l'université? Alors là, il faut distinguer ce que les étudiants ont fait et ce que le pouvoir politique a fait. En 1964, mars 1964, c'est-à-dire 10 ans après la création du Lovanium, donc au mois de février, les autorités académiques organisent une grande fête pour fêter les 10 ans de l'université Lovanium. Un mois après, au mois de mars, ce sont les étudiants, sous la conduite de l'AGL, l'Association générale des étudiants de Lovanium,
qui organise une grève d'un caractère quasi inédit. 4 ans avant le mai 68 français, les étudiants congolais revendiquent le droit d'être associés à la gestion de l'université. Considèrent que l'université, 10 ans après, n'est pas décolonisée, au contraire, continue encore à avoir un caractère colonial, presque néocolonial, parce que les étudiants ne comprennent pas que les décisions concernant l'ovanium puissent être prises à Louvain par le conseil académique supérieur. Les autorités académiques à l'ovanium sont, j'allais presque dire, sidérées. Pour eux, c'est une ingratitude impardonnable. Comment eux, qui sont si dévoués, les étudiants peuvent les remettre en question leur dévouement. Non, ce n'était pas un problème de dévouement ou de pas dévouement, mais c'était un problème d'un autre niveau, à la fois intellectuel, scientifique et politique au sens de la gestion des affaires de la cité. Mais cette grève de 64, ce n'était pas comme ça quelque chose, une fougue de la jeunesse. Ça a été le résultat d'un processus très lent de réflexion. Parce que c'est dès 1961, au mois de mai, lorsque c'était le premier congrès constitutif de l'UGEC, que les étudiants se posent la question: à quoi sert l'université dans notre pays? Cette interrogation a été entre autres nourrie par cet acte qui, depuis lors, a créé un lourd contentieux entre les universitaires, le monde politique et la société congolaise. Le fameux collège des commissaires généraux. Les étudiants n'ont pas compris comment, en 60 septembre, Mobutu fait son coup d'État. Officiellement, il écarte le Premier ministre Lumumba, le chef de l'État Kasavubu, et fait appel à des techniciens, comme il disait, c'est-à-dire des étudiants, au départ, exclusivement les étudiants qui sont en Belgique et ceux de Louvain. Pourtant, à Louvain, il y avait aussi des étudiants. Pourquoi ne pas faire appel aussi à ceux de Louvanium? Pourquoi pas aussi ceux de l'ULB ou de Liège? Jusqu'à ces jours, nous n'avons pas encore eu de vrais débats publics, collectifs, pour nous interroger sur cette démarche-là. D'ailleurs, à l'époque, les étudiants eux-mêmes étaient tellement gênés qu'ils ont proposé comme président du collège de commissaires généraux Bomboko et comme vice-président Ndele. Bomboko de l'ULB et Ndele de l'Ovanium. Parce qu'ils se rendent compte, non, nous sommes tous des Louvains, ça ne fait pas sérieux. Et donc, les étudiants, quand les étudiants constituent l'UGEC, ils se posent cette question: à quoi sert l'université si un colonel, chef d'état-major, nommé d'ailleurs dans des circonstances assez bizarres, le premier à qui on confie comme mission de remettre la discipline dans l'armée, alors que lui-même est devenu militaire parce qu'il est indiscipliné, le premier acte qu'il pose publiquement, c'est celui de faire un coup d'État. Cette interrogation a traversé la réflexion des étudiants, et au sein de l'UGEC et au sein de l'AGL. L'AGL en 62 organise un séminaire à l'Ovanium pour se poser la question justement sur l'université. D'autant qu'en 63, il y a une réforme assez bizarre à l'Ovanium qui fait du recteur Monseigneur Gillon décider de tout, absolument de tout. Acheter un sac de ciment, il faut passer par Gillon. Changer le régime alimentaire, c'est Gillon qui décide. C'est Gillon qui fait faire des courses pour acheter des habits pour les étudiants. Mais non. Dans l'histoire du Congo, il faut remonter à Léopold II et attendre le régime Mobutu pour retrouver une situation analogue où une seule personne concentre entre ses mains tant de pouvoir. Deuxièmement aussi, 63, lorsqu'il y a cette réforme, c'est aussi l'année où le Premier ministre Adoula vient en Belgique pour discuter du fameux contentieux belgo-congolais, c'est-à-dire le portefeuille. Nous sommes les seuls pays qui, au moment où on accède à l'indépendance, nous avons des créances de presque 35 milliards de francs belges que la métropole nous doit. Et aucune autre colonie est dans cette situation. Et la Belgique, au début, ne veut pas reconnaître aux Congolais le droit à ces portefeuilles. Il a fallu que Adoula
on a souvent présenté comme un homme doux, mou. Non, c'est pas vrai. Il a fallu qu'Abdoula tape du poing sur la table pour que la Belgique accepte qu'effectivement, les portefeuilles nous appartiennent. Et donc voilà, les étudiants disent non, c'est trop tout ça. Donc 64, parce qu'ils se rendent compte que la mainmise des Louvains sur le Vanier, c'est quasiment la mainmise de la Belgique sur le Congo. Et donc il faut à un moment briser, casser ces ressorts de la mainmise étrangère sur le Congo. Et nous commençons par l'université, parce que c'est là qu'on forme les élites. Et on a besoin des élites pour comprendre les mécanismes de cette mainmise, de ces ingérences, afin que politiquement et aussi donc économiquement, nous puissions nous rapproprier l'indépendance. Voilà la grève de 64. 5 ans après, c'est le colloque de Goma. À l'époque, c'est Kitima qui est ministre de l'Éducation nationale. Et là aussi, les étudiants continuent à toujours revendiquer vraiment l'africanisation, la démocratisation, la décentralisation de l'Université de Wagner. Ça a été même le programme de combat, le programme électoral de François Kandolo quand il fait sa campagne pour la présidence de la GN. Évidemment, et 64 et 69, les étudiants sont rabroués. 2 ans après 69, c'est maintenant le pouvoir politique qui nous impose une réforme administrative, une réforme universitaire, mais qu'un professeur d'université congolais, Pierre Kassongo, qui est en Suisse, qualifie de coup d'État académique, parce que l'université est totalement inféodée. On fait de l'université, en réalité, un simple organe du parti unique. Parce qu'il est clairement dit, après le colloque de Nsele, que l'enseignement universitaire doit justifier les pouvoirs établis. Donc voilà pourquoi j'ai beaucoup insisté, il faut faire la différence entre l'université, les universitaires et les intellectuels. C'est-à-dire que le mouvement étudiant a été une des structurations de la pensée intellectuelle chez nous au Congo. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, nous aurons le temps de débattre tout à l'heure. Je pense que surtout que maintenant, il y a floraison de universités nouvelles chez nous. Est-ce que ces universités nouvelles, dans leur conception de l'enseignement, dans les logiques qui sont les leurs, ont-elles rompu avec les héritages coloniaux et post-coloniaux, notamment celui du régime Mobutu? Ça, c'est une des premières interrogations. Deuxième interrogation, au moment du 60e anniversaire de l'université de Wagner, il y avait des colloques en Belgique, et un professeur, il était même recteur, préconise comme modèle de nous inspirer du modèle américain. À l'époque, comme j'avais fait une tribune quelque part, je lui ai répondu en disant non. Aux États-Unis, il y a d'éminents professeurs comme Jacob Roussel qui dit qu'aux États-Unis, il n'y a pas d'intellectuels. C'est un Américain, l'éminent professeur dit non, il n'y a pas d'intellectuels. L'université américaine a tué l'intellectuel. Et deuxièmement, j'attirais son attention pour dire que les grandes universités américaines, les plus riches, c'est là que se trouvent les centres d'études de la pensée néolibérale. Avons-nous besoin au Congo d'avoir des Chicago Boys à la congolaise? Il dit non. Donc, méfions-nous aussi après le modèle belge, d'adopter d'autres modèles qui reproduisent qui reposent sur la même logique et qui risquent de reproduire les mêmes effets, c'est-à-dire faire de l'université non pas un lieu d'élaboration critique de savoir, un lieu de bouillonnement intellectuel, parce que nous avons besoin à la fois des gens compétents, des technocrates qui organisent l'économie et la société, mais nous avons besoin aussi d'intellectuels, qu'ils soient diplômés d'université ou non diplômés d'université, mais nous avons besoin d'intellectuels, c'est-à-dire des gens capables de pouvoir penser, de réfléchir, d'analyser correctement les problématiques de notre pays, de telle sorte que
les savoirs ne soient pas thésaurisés dans l'emploi universitaire, mais qu'au contraire, entre l'université et la société, il y ait toujours un va-et-vient critique, que la société soit capable de remettre en cause, de débattre avec le monde universitaire, que le monde universitaire aussi soit à l'écoute de la société congolaise. Il est temps de rompre avec cette logique qui fait que quand on est gradué, on se moque de celui qui n'a que le diplôme d'État. Quand on est licencié ou quand on a une maîtrise, on se moque de celui qui a un graduat et moi gradué. Non, il ne l'a pas ramassé, il a conquis des hautes luttes. Évidemment, quand on a une thèse de doctorat, comme disaient nos grands-mères, on met la sous-maïté, il est temps aussi de rompre avec cela. Et enfin, dernier élément, je crois qu'il faut aussi rompre avec ce que j'appellerais le prophétisme intellectuel. Non, on n'est pas l'oracle quand on veut assumer ses responsabilités d'intellectuel. Deuxièmement aussi, il est grand temps de sortir du provincialisme culturel. Les trahisons, la trahison des clercs, ça n'est pas propre à la société congolaise. Benda n'était pas congolais, il était français. C'est lui qui, déjà en 1920, parle de la trahison des clercs. Donc, sortir du provincialisme culturel, nous interroger, analyser d'autres expériences aussi, non pas pour excuser ou nous exonérer de nos responsabilités, mais au contraire de voir comment les mêmes problématiques peuvent se poser différemment ou dans les mêmes termes, comment les autres ont réussi à s'en sortir et comment nous inspirer de cela pour peut-être faire mieux et faire plus que les autres. Donc voilà, puisque le temps nous est limité, donc nous aurons le temps tout à l'heure d'approfondir les débats. Merci beaucoup.